Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors c'est difficile de conclure une telle journée, et puis je n'ai pas eu l'occasion de participer à la journée d'hier, mais partie de celle d'aujourd'hui. En tout cas, bravo pour toutes les interventions de qualité et je pense importantes pour des enjeux qui sont essentiels, et je le dis en tant qu'élu, essentiels pour bien sûr les Françaises et Français. J'aurai toujours ce regard, je dirais, attentif bien sûr à ce que les gens me remontent en tant qu'élu. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis depuis 2017 député des Landes et avant d'être député, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être maire d'une commune au nord de l'agglomération bayonnaise. Donc, je vous parlerai après New York et Jakarta d'un beau département, le département des Landes. Département souvent oublié, parce que c'est vrai que quand à Paris en particulier je parle des Landes, on me dit « Ah oui, je connais, je suis allé à Bordeaux, puis après je suis allé à Bayonne ou à Biarritz ». Donc je leur dis « Entre les deux, il y a beaucoup de pins, mais sous les pins, il y a un peu plus de 400 000 habitants ». Donc vous voyez qu'on peut vivre dans un cadre, je dirais, de protection de l'environnement et avoir beaucoup d'habitants et surtout un développement très important puisque nous accueillons dans ce département plus de 4 000 habitants par an. 4 000 habitants pour un département comme les Landes, c'est important parce que c'est quasiment une ville moyenne, sachant que nous avons énormément de petites communes et que la commune les plus importante, c'est Mont-de-Marsan, Dax, voilà, où on peut avoir 20 000 habitants. Donc on est sur des chiffres, bien entendu, assez importants. Les informations qu'on a eues aujourd'hui confirme cette idée. Ce que je porte depuis un petit moment, c'est que nous avons besoin, je pense, dans notre pays aussi, d'un data center, une institution qui nous permettrait de récupérer toutes ces magnifiques données, celles-là, mais aussi plein d'autres, pour pouvoir faire des simulations, faire des modélisations des besoins et, je dirais, arriver à faire la planification territoriale, parce que je suis très attaché, je reviendrai après, sur ces enjeux d'aménagement du territoire et aussi de planification que je trouve essentiels. Alors, la situation du logement et du foncier dans notre pays, elle n'est pas simple non plus. Nous sommes, j'ai souvent l'occasion de le dire, dans une situation de crise. Je pense la crise la plus forte que nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale en ce qui concerne le logement. Crise importante et qu'il ne faut pas oublier avec particularité. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas assez, peut-être au plus haut niveau. C'est que, ça a été dit tout à l'heure, je crois par Robin, Rivaton et Macos, c'est que plus d'un Français sur deux est propriétaire, donc n'a peut-être pas les mêmes difficultés que des Français qui aujourd'hui essayent d'accéder à la propriété ou cherchent, je dirais, des biens à louer pour pouvoir répondre à leurs besoins. Alors c'est vrai qu'on a une relation en France très particulière avec l'immobilier de façon générale. On a une idée de grandeur, sur les 12 000 milliards de patrimoine français au sens large, il y en a 8 000 dans l'immobilier. Donc c'est pour vous dire l'importance que ça porte sur l'économie de notre pays et effectivement ça fait des années que les Français ont des approches assez différentes, alors, souvent des approches patrimoniales, c'est-à-dire qu'on se constitue un patrimoine plutôt dans une idée éventuellement d'héritage. Ça peut être une approche fiscale, c'est-à-dire tout simplement, ça c'est très français, on aime beaucoup ça, avoir la possibilité de payer moins d'impôts. Donc on a eu beaucoup d'outils ces dernières décennies qui permettaient aux Françaises, aux Français de payer moins d'impôts. Je pense que le dernier d'ailleurs qui a été supprimé cette année, c'est le fameux Pinel. Voilà, donc il y a eu toute une succession d'outils qui ont permis de pouvoir se faire financer en payant moins d'impôts un patrimoine immobilier. Mais il y a aussi, bien sûr, une approche sociale, parce que on peut se dire, je voudrais habiter plutôt dans une maison que dans un appartement, parce que les gens que je fréquente, ma famille, sont plutôt dans une maison, dans tel quartier, etc. Donc il y a un lien affectif et important aussi que chacune et chacun peut exprimer dans sa volonté de faire un choix, en tout cas sur le logement qu'il choisit. Ça, c'est quand on peut avoir cette approche. Mais aujourd'hui, nous avons trop de Françaises et de Français qui ne peuvent pas avoir cette approche, malheureusement, enfin en tout cas la concrétiser, parce qu'ils sont en attente d'un logement. 4 millions de Français qui sont mal logés, 300 000 qui ne sont pas du tout logés. Mal logement, c'est ou bien des logements insalubres, ou alors, je dirais, des logements qui ne sont pas adaptés au nombre de personnes qui vivent dans le logement. Donc aujourd'hui, nous devons répondre à ces difficultés. Et j'avoue que nous allons passer, je partage
ce qui a été dit précédemment, quelques années difficiles, parce que nous sommes dans une phase, je pense, où nous devons sortir d'un modèle pour aller sur un autre modèle. Le problème, c'est que nous devons le faire en pleine crise. C'est ce qui est difficile et compliqué. On aurait préféré peut-être le faire plus tôt. Mais aujourd'hui, on doit sortir d'un modèle où l'État se retrouve avec des contraintes financières importantes et où, effectivement, le gouvernement, depuis quelques années, a pour objectif de dépenser moins pour le logement, alors que nous avons de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à se loger. Donc il faut qu'on arrive à retrouver un modèle économique basé peut-être sur de nouveaux outils et basé, je dirais, sur des montages économiques et financiers différents. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Il y a pas mal d'initiatives qui se mettent en place, mais en tout cas d'initiatives aujourd'hui qui ne permettent pas de répondre aux besoins que nous avons. Et je partage les chiffres qui ont été prononcés tout à l'heure. Oui, il nous faut entre 350 000 et 380 000 logements par an aujourd'hui pour répondre aux nouveaux besoins, mais il nous en faut 100 000 de plus pour répondre au stock du mal logement et à celles et ceux aujourd'hui qui sont mal logés. C'est d'où la différence entre souvent les 350 000 qui sont annoncés, les 450 ou 480 000 qui sont annoncés par d'autres instituts. Ça dépend si on prend les besoins à venir ou si on considère qu'au jour le jour, c'est terminé, on ne regarde pas les antécédents et en tout cas le stock du mal logement. Donc moi je me positionne plutôt sur des chiffres de 450 à 480 000. C'est d'ailleurs en tant que président du Conseil national de l'habitat les chiffres que nous avons sortis dans un rapport en fin d'année 2020. Parce qu'en effet, peut-être pas présenter le Conseil national de l'habitat, mais c'est donc une structure qui regroupe plus de 80 acteurs du logement. On va retrouver des associations, le DAL, Fondation Abbé Pierre, on va retrouver des banques, on va retrouver les assureurs, on va retrouver la FFB, on va retrouver les promoteurs, on va retrouver énormément de gens. Et donc mon rôle en tant que président, c'est d'animer cette instance qui est rattachée au ministre du Logement et bien entendu de donner des avis sur tous les textes gouvernementaux, tous les décrets du gouvernement concernant le logement, mais aussi de pouvoir se saisir de dossiers. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes saisis en 2023 de 5 rapports et nous avons un autre rapport en cours sur les territorialisations des politiques du logement dans le cadre du projet de loi qui devrait venir dans les semaines ou les mois qui viennent au Parlement. Alors, revenez... Je mériterais peut-être d'approfondir avec ce qui a été présenté sur New York ou sur Jakarta, mais dans vos présentations, de ce que j'ai pu retenir, c'est qu'on parle beaucoup des villes et très peu de l'État. Nous, en France, on parle très peu des villes et beaucoup de l'État en matière de logement, parce qu'effectivement, on sort d'une histoire où on a un État certes fort, mais où on a des politiques de décentralisation qui, depuis 1980, font que aussi les collectivités ont des responsabilités en matière de logement. Ce sont les maires qui sont responsables en matière d'urbanisme et ce sont les maires qui signent les permis de construire. Et depuis, nous avons eu régulièrement aussi des actes de décentralisation. Mais c'est vrai que nous avons sur ces sujets-là des complexités, un millefeuille administratif, on le dit souvent dans notre pays, et qui fait que nous avons peut-être aussi, nous subissons aussi ces difficultés pour pouvoir répondre et être les plus efficaces possibles. Alors l'État intervient sur des budgets aujourd'hui, globalement, toutes les politiques logement avec l'État et ses bras armés, que ce soit à travers les APL, à travers l'ANA, sur la rénovation, intervient à hauteur de 38 milliards d'euros. 38 milliards d'euros, on était à 40 milliards d'euros, donc c'est vrai qu'on nous parle de baisse. Et je pense qu'il y a une volonté de continuer à baisser, en tout cas sur les aspects des outils de fiscalité. L'État a quand même des politiques, je pense, fortes. Et je vais vous parler des dernières, celles qu'on peut retrouver dans la loi Climat et Résilience, puisque j'ai été mobilisé sur cette loi sur 3 aspects, sur les enjeux d'artificialisation des sols, sur les enjeux des aires marines protégées et sur les enjeux de gestion du recul du trait de côte, puisque nous avons donc dans la loi Climat et Résilience voté une boîte à outils qui permet aux communes du littoral, et elles sont nombreuses en France, de pouvoir anticiper tous ces enjeux, tous ces événements climatiques, du recul du trait de côte, et pouvoir identifier, je dirais, les terrains qui, d'ici 30 ans ou 100 ans, puisqu'on est parti sur des scénarios de 30 ans et de 100 ans, pouvoir identifier et les relocaliser, et en mettant en place des outils pour les élus locaux en termes, bien sûr, d'information, de préemption et d'accompagnement pour pouvoir savoir et imaginer la ville de demain en fonction de ces enjeux-là.
Mais je reviendrai sur deux autres parties, donc une autre sur laquelle j'étais rapporteur, c'est l'artificialisation des sols, avec ce fameux ZAN, le ZAN dont on parle beaucoup, le zéro artificialisation nette. Et je évoquerai aussi les enjeux sur la rénovation énergétique. Parce que si nous avons bien, à mes yeux, une politique, en tout cas affichée, en matière de logement et sur le plan environnemental, c'est bien sur ces deux sujets. C'est-à-dire que nous avons, que ce soit sur la rénovation ou sur le ZAN, nous avons un calendrier et nous avons des lois qui permettent de décliner des outils et nous avons aussi des financements derrière pour essayer d'accompagner. Alors, je ne dis pas que tout soit parfait, on a le droit de ne pas les partager, mais en tout cas, le législateur et l'État ont défini une politique sur ces deux sujets qui sont quand même des sujets majeurs, ce qui n'est peut-être pas le cas sur toutes les politiques de logement. Donc je voulais quand même le préciser, c'est important. Alors, pour revenir sur les enjeux de foncier, je ne commencerai par ça parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Le foncier, on en a besoin et aujourd'hui, le foncier, il appartient à du public, mais il appartient aussi beaucoup souvent à du privé. Le foncier est rare, le foncier constructible est rare, parce que nous avons besoin de travailler sur la souveraineté alimentaire, donc de protéger nos terres agricoles, et puis nous avons besoin de travailler sur les enjeux de biodiversité, donc de protéger aussi nos espaces naturels. Donc c'était tout l'objet de cette loi, de faire en sorte que peut-être les schémas que nous avions ces dernières décennies d'étalement urbain, on puisse sortir, changer de paradigme et aller vers d'autres questions et d'autres solutions en matière d'accueil et d'aménagement du territoire. Je tiens à rappeler, vous avez beaucoup évoqué tout à l'heure les enjeux de biodiversité. Effectivement, l'étalement urbain, c'est la première cause de perte de biodiversité dans notre pays. Je suis sûr quand on parle d'étalement urbain dans le désert, j'ai eu l'occasion d'aller travailler sur l'urbanisme au Caire. C'est complètement différent. Par contre, il y a d'autres enjeux environnementaux, mais qui ne sont pas peut-être des enjeux de biodiversité, mais il y a d'autres enjeux qui sont peut-être plus importants. Ne pas oublier, c'est un peu moins évoqué, mais le cycle de l'eau, qui est important aussi. On a beaucoup parlé des îlots de chaleur, des îlots de fraîcheur, etc. sur les communes, mais le cycle de l'eau qui est important et qui sera de plus en plus majeur et sur lesquels nous allons devoir aussi avoir des modélisations encore plus fortes dans les années à venir. La France consommait sur la décennale 2011-2021 un peu plus de 2 fois l'équivalent de la ville de Paris, 25 000 hectares, 250 000 hectares sur 10 ans. C'est ce qui a été consommé en moyenne. La population, le développement économique, on est bien loin, je dirais, quelque part, d'avoir autant de besoins. On n'augmente pas d'autant la population française ni au niveau économique. Donc il était urgent de se poser la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas consommer moins et répondre aux besoins de la population. Donc on a voulu acter cette trajectoire parce que plutôt que de parler de ZAN, zéro artificialisation nette, je préfère parler de trajectoire ZAN parce qu'en fait le ZAN sera opérationnel en 2050. Il sera défini, redéfini d'ici 2050, mais là nous sommes dans une trajectoire. On ne passe pas de tout à zéro. On passe de 2 fois la ville de Paris par an à 1 fois la ville de Paris par an sur la décennale en cours. Donc on a encore de quoi faire. Toute la problématique, c'est que quand on a des compétences partagées, comme j'ai pu le dire, entre l'État et les collectivités, c'est savoir où on met cette ville de Paris, à qui on la donne, et où est-ce qu'on la met sur le territoire, avec toutes ces questions, tous ces enjeux. Moi, je suis partisan de dire que ce n'est pas à l'État de dire où doivent aller ces hectares. C'est aux élus locaux de définir ce dont ils ont besoin et ce qu'il leur faut pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Avoir une approche, bien entendu, territoriale. Donc il a fallu, dans une loi, puisqu'une loi s'applique à tout le monde, trouver des aménagements pour qu'à un moment ou à un autre, sur nos territoires, les élus locaux, en particulier eux, puissent prendre la main sur la déclinaison de ces objectifs d'ici 2031. Je tiens à le dire, nous aurons d'autres projets de loi ou propositions de loi d'ici 2050. Il va falloir légiférer beaucoup encore. Je souhaite bon courage peut-être à ceux qui succéderont à l'Assemblée nationale, mais forcément, nous aurons encore beaucoup de travail. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous parle d'hectares, c'est-à-dire que nous avons une approche à la parcelle, une approche, je dirais, de mesure. Mais demain, il va falloir tenir compte des enjeux de qualité des sols.
un sol non artificialisé aujourd'hui, tous les sols non artificialisés aujourd'hui, pardon, ne se valent pas. Et tous les sols artificialisés ne se valent pas non plus. On ne peut pas considérer qu'il n'y a pas de différence. Donc il va falloir qu'on arrive à travailler. Les professionnels sont dessus, donc beaucoup de gens qui travaillent sur toutes ces approches, et ce sera je dirais, l'enjeu des débats que nous allons avoir dans les mois et les années à venir pour pouvoir construire ce ZAN de 2050 qui est important. Donc aujourd'hui, on a demandé aux élus, nous avons des débats et nous avons des difficultés parce que nous avons des territoires qui se développent plus que d'autres. Plus que d'autres parce que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'approche qu'ont les Français avec le logement. Et aujourd'hui, les Français veulent un logement plutôt sur le littoral, plutôt dans les métropoles, plutôt sur des territoires où nous sommes aussi assez contraints. Je suis en train de se dire, les études montrent que 4 millions de Français devraient aller vivre sur tous nos littoraux dans les années à venir. 4 millions, il va falloir qu'on les accueille. Donc il faut qu'on trouve des solutions en respectant nos sols, mais en construisant pour pouvoir accueillir toutes ces personnes, sauf à leur dire « vous ne venez pas ». Et c'est le réflexe que l'on a d'ailleurs aujourd'hui dans nos communes. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui vivent dans les communes, ceux qui ont des maisons, ceux qui ont des appartements, ça a été dit tout à l'heure, aimeraient bien qu'on ferme la porte derrière eux et que plus personne ne vienne. Je suis là, je me suis installé, moi chez lui en tant que maire. Le nombre de personnes, tous les jours, ça défile en me disant « Monsieur le maire, je suis venu ici, c'est pas pour avoir un voisin. C'est pas pour avoir une maison à côté, une résidence, etc. » Je dis « Mais si, parce que si nous n'avions pas construit, vous ne seriez pas venu ici. » Donc nous avons un terrain attractif et nous devons répondre aux enjeux de la population. Et c'est là où l'élu est important. Et c'est là où l'élu doit porter les besoins de sa population. Peut-être le complément que j'aurais porté à ce qui a été dit tout à l'heure, où on disait qu'en 2026, les maires ne signeraient plus de permis de construire. J'ai eu l'occasion de l'écrire dans des journaux. J'appelle les maires, je le redis ici, à ne pas penser qu'à leur réélection, mais à penser aux besoins de leur population. Parce qu'aujourd'hui, ne pas construire dans nos communes, c'est laisser les jeunes qui vivent chez les parents ne pas pouvoir accéder à un logement lorsqu'ils peuvent avoir par exemple un enfant. C'est empêcher les grands-parents qui vivent à l'autre bout de la France, qui veulent se rapprocher parce qu'ils ont besoin d'avoir ce lien familial, de venir dans la commune. Et c'est aussi ne pas permettre à celles et ceux qui travaillent sur le territoire de pouvoir trouver un logement abordable. Tout ça, ce sont des cas que j'ai pu vivre et auxquels j'essaie de répondre lorsque j'étais maire, et je pense que ça continue et que ça s'aggrave. Donc ne pas construire, c'est ne pas répondre à ces enjeux de société, et c'est prendre le risque demain que les Françaises et les Français se retrouvent dans une situation encore plus compliquée et qu'on les retrouve dans la rue. Dans la rue, déjà aujourd'hui, on en a parce qu'ils ne trouvent pas à se loger, mais ils sont accompagnés d'autres qui seront inquiets et qui seront insatisfaits du logement qu'ils ont, et quelque part, ils auront raison, parce que, je dirais, le logement, c'est indispensable pour la santé de chacun, d'avoir un bon logement, c'est indispensable pour les enjeux d'éducation, lorsqu'on a une famille, c'est indispensable aussi pour les enjeux de pouvoir d'achat, parce que ça a été évoqué, 30% la moyenne du pouvoir d'achat sur un logement, et beaucoup plus pour les plus modestes et les plus fragiles. Donc il est important d'y répondre, il est important d'en tenir compte. Et ça, nous avons besoin de travailler au niveau national et au niveau local pour dire oui, nous avons besoin de construire en urgence, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, ou de produire si on veut, parce que bien sûr qu'on peut retravailler sur le parc existant. On peut certainement faciliter sur le plan administratif les divisions de grandes maisons, de grands appartements. On peut certainement trouver aussi des solutions pour optimiser ce qui existe. Mais ça ne sera pas suffisant. Donc il va falloir faire ça, il va falloir travailler sur la densification. Ça a été un travail qui a été fait remarquable, montre qu'on a quand même du potentiel énorme sur la densification dans nos communes. Et je pense que celles et ceux qui aujourd'hui vivent dans des communes un petit peu plus denses que d'autres, s'ils ont accès à des services, s'il y a de la qualité de vie, s'il y a des loisirs, s'il y a de quoi faire du sport, de quoi faire de l'éducation, de quoi accéder à de la culture et à tout ça,
ça sera très, très attractif. Et je pense que ces villes qui arrivent à densifier et à mettre en place tout ce dont on a besoin pour pouvoir se développer et vivre correctement, continuent à attirer beaucoup de gens. Et que là, ça ne sera pas un problème de pouvoir densifier. Il faut que tout ça, ce soit un projet politique global qui doit être mis en place sur chaque territoire. Donc la densification doit être accompagnée de tous ces enjeux et doit faire en sorte que celles et ceux qui vont vivre certainement demain un petit peu plus sur du collectif ou sur des maisons mitoyennes en fonction de la densité, elle est différente. On a un centre en général qui est beaucoup plus dense et plus on va à l'écart, moins il est dense. Et en tout cas, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir un projet global pour pouvoir le faire passer peut-être plus facilement et faire en sorte que nous n'ayons pas ce qu'a dit Makos, ce qui est très juste, tous les recours que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le Pays Basque, que je connais bien, pour revenir un peu sur le territoire, il n'y a pas un permis qui ne soit pas attaqué dans le tribunal administratif. Imaginez aujourd'hui, nous sommes en manque de logements sur ces territoires, un projet, au mieux, il vous faut 4 ou 5 ans pour sortir. Si en plus vous prenez un recours au tribunal administratif, il vous faut 10 ans, minimum. Quel promoteur va se permettre de rentrer dans ce genre de délai? Et comment on peut répondre à des besoins en ayant une planification à 10 ans lorsque localement, les élus locaux n'ont peut-être pas fait cette planification à 10 ans? Donc tous ces enjeux-là, il va falloir qu'on ait le courage de se les poser. Il va falloir qu'on ait le courage de regarder, effectivement, je comprends le principe du recours, mais je crois que lorsqu'on a un plan local d'urbanisme qui a été acté, validé par tout le monde, les autorités, y compris souvent par la justice, lorsqu'un permis est conforme au plan local d'urbanisme, il faudrait que rapidement le permis soit acté et validé. Il faut qu'on trouve des solutions. On ne peut pas attendre 3 ou 4 ans avant que ça passe au tribunal administratif. Surtout lorsque ce sont des logements sociaux ou des logements abordables. Aujourd'hui, il nous manque dans notre pays, rien que si les communes qui étaient soumises à la loi SRU depuis les années 2000, et Makos l'a dit, il nous manque 600 000 logements sociaux. 600 000 logements sociaux, rien que dans ces communes-là. Ces communes sont des communes de plus de 3 500 habitants avec des densités fortes. Moi, chez l'agglomération bayonnaise, bien sûr, qui est dessus. Dans le sud des Landes, qui touche l'agglomération bayonnaise, on est dans la même agglomération, le même SCOT, schéma de cohérence territoriale, 3 communes landaises sont touchées, Tarnos, Saint-Martin-de-Seigneur, dont j'étais maire, Saint-André-de-Seignan. Tout le reste n'est pas touché, ce qui veut dire que tout le littoral landais aujourd'hui n'est pas soumis à la loi SRU. Nous avons des populations qui viennent, nous avons un prix de l'immobilier qui explose, on n'est pas à des dizaines de millions peut-être d'euros comme à Jakarta, bien que sur certains biens, peut-être pas très très loin, certaines communes comme à Hossegor. Nous avons des gens qui travaillent sur ces communes et des gens qui sont obligés d'aller vivre à 30, 40, 50 km avec des enjeux environnementaux, des gaz à effet de serre. Donc il va falloir qu'on rapproche ces gens de leur lieu de travail. C'est pour ça que je pense qu'il faut que nous ayons une approche territoriale sur un triptyque. Je défends souvent le triptyque emploi, logement, mobilité. On ne peut pas développer un territoire si au moins on ne réfléchit pas aux 3 choses en même temps. Avec là aussi, difficulté française, c'est que souvent ces 3 compétences ne sont pas organisées sur le même territoire. On va avoir des autorités organisatrices de la mobilité qui peuvent regrouper plusieurs intercommunalités, qui peuvent regrouper les régions, les départements. Nous allons avoir le logement qui lui va être pris à travers le PLH par les intercommunalités ou la mairie, et l'emploi qui va être pris aujourd'hui avec grosses compétences au niveau régional. Donc il va falloir que tout le monde arrive à se parler, il va falloir qu'on arrive peut-être à coordonner tout ça et qu'un jour on ouvre le dossier de notre organisation territoriale et de nos collectivités pour répondre à tout ça. Voilà, je ne sais pas si je suis dans le timing ou pas, je n'ai pas regardé, je ne voudrais pas être très très loin, mais ce que je voulais vous dire, vous qui êtes dans cette salle, c'est que ces enjeux sont majeurs bien sûr, on l'a vu pour l'environnement, pour le développement de nos territoires, mais ils sont majeurs aussi pour les Françaises et les Français. Et c'est cette approche d'élu, cette approche politique que je voulais vous donner, parce qu'en ce qui me concerne, j'ai toujours dit, j'ai dit en tant que maire, mais en tant que député, tant que j'aurai des gens qui viendront me voir
dans la permanence en me disant qu'ils sont mal logés ou qu'ils ne sont pas du tout logés, je continuerai à me battre pour eux parce que c'est quand même notre priorité. Donc il faut qu'on y aille et il faut qu'on réponde, mais on a besoin de tout le monde. Voilà, merci beaucoup.